L'interview romaine, présentée par Cyprien Viette. Giovanni Maria Vian, bonjour, vous êtes historien, vous êtes aussi journaliste, vous avez notamment été le directeur de l'Osservatore Romano. On va revenir avec vous sur votre parcours, votre carrière, votre lien avec la papauté, mais je voudrais d'abord commencer par vos origines, votre enfance. Quels sont vos premiers souvenirs de la papauté, des papes, votre premier contact peut-être médiatique avec la figure du pape? Oui, les premiers souvenirs, c'est les souvenirs de la mort d'un pape. J'avais 6 ans quand est mort Pie XII. J'ai un souvenir loin que le pape était mort, mais pas plus que ça. Tandis que le premier souvenir d'un pape, c'est le soir du jour de l'ouverture du Concile Vatican II. À la place Saint-Pierre, s'étaient réunis beaucoup de gens et le pape Jean XXIII apparut à la fenêtre du palais apostolique, donnant un petit discours, le fameux discours de la Lune, où le pape disait « Je vois que vous êtes ici beaucoup. Quand vous rentrez chez vous, vous trouverez vos enfants. Donnez-eux une caresse de la part du pape. Vous voyez, il y a aussi la lune, parce que c'était évidemment plénilune ou quelque chose comme ça. Et en plus, je me souviens, quelques mois après la mort de ce pape, on mourait dans la campagne, chez soi. Les vieux mouraient entourés par la famille, les voisins. Et là, le pape mourait dans son palais, tandis que la foule était réunie pour prier, pour l'accompagner. C'était le 3 juin 1963. 21 juin, scénario complètement différent. Place Saint-Pierre inondée de soleil. C'était le premier jour d'été. Il faisait chaud, évidemment. J'étais avec mon père, un ami, un ou deux de mes frères et les fils de cet ami. Et les enfants que nous étions là, nous avions été baptisés par Montini. Tout le monde attendait Montini. J'ai un souvenir très, très clair de cet événement. Après, je n'ai jamais raté un Habemus Papam, c'est-à-dire les deux fois en 78, 2005 et 2013. Je reviens sur la figure de Paul VI. Une fois pape, vous avez eu l'occasion de le rencontrer. Il a aussi inspiré votre parcours intellectuel, universitaire. Ça, sans doute, mais les rencontres ont été très, très rares. Mon père était son bibliothécaire privé, on peut dire, parce qu'il les connaissait depuis les années 30. Ils étaient très amis. Après la mort de mon père, il y a 25 ans, on a découvert qu'il était aussi son directeur spirituel. Mais seulement notre mère savait quelque chose parce qu'il était très discret. Mais rencontre, c'était seulement un. À l'occasion du 25e anniversaire de mes parents, le pape nous a reçus en audience. Ils se sont épousés 47, alors ça veut dire 72. Et le pape nous a reçus toute la famille, mes parents et nous trois. On les considérait un peu les papes de famille, parce qu'il nous a demandé qu'est-ce que nous faisions. J'étais à l'université, j'ai étudié les pères de l'Église, j'ai fait mon doctorat sur Athanase, Alexandrie, etc. Alors le pape a dit, oui, les pères, des lumières qui viennent de loin. Et c'était une phrase pas banale, parce que lumière, c'est évident, mais qui viennent de loin. Ça veut dire aussi la difficulté de l'approche historique. Paul VI a été le candidat, on peut dire les dauphins de Jean XXIII. Mais étaient des personnalités très différentes entre eux. On a tout de suite mythologisé les bons papes Jean, ouverts, progressistes, prophétiques, tant que le pape Paul VI ressent cette contraposition. Paul VI a vécu les drames du post-concile, mais il n'a jamais changé d'opinion. Il est resté fidèle au concile, à l'héritage de Jean
1923, le vieux pape qui s'affaiblit, qui avait des difficultés à marcher, il avait une arthrose terrible, renaît dans l'année sainte de 75. 2 années avant, il avait déclaré: on s'est demandé si garder cette ancienne institution. Et oui, nous avons répondu que si, que ça pourrait être une occasion pour le renouvellement et la réconciliation. C'est-à-dire, il voyait 10 ans après, 10 ans terribles, parce que l'Église déchirée, une quantité de prêtres qui s'en allaient, les jésuites qui étaient 36 000 qui se sont réduits. Et tout ça a été vécu par Paul VI dramatiquement, mais sans jamais perdre un regard d'ouverture à l'avenir. Vous étiez là en 1978 lors de l'élection de Luciani. Quels sont vos souvenirs de cet éphémère pape Jean-Paul Ier? Comment vous le définiriez? Oui, Luciani, c'était un pape assez attendu. Le pauvre Luciani a été empêché par le monseigneur Noé, qui était le chef des cérémonies, de parler, parce qu'il voulait parler tout de suite, mais lui a dit « Saint-Père, on ne fait pas ça ». Alors il a parlé des jours après. Et il a expliqué son nom, parce qu'il y avait justement les problèmes de la contraposition entre Jean et Paul. Alors c'était l'idée de concilier l'héritage de Jean et l'héritage de Paul. En plus, Luciani, c'était un homme très préparé qui soignait beaucoup la communication. C'était un peu le premier pape aussi à utiliser le jeu et à faire un peu des blagues dans ses discours. Il y avait des improvisations originales. Improvisation fausse. Fausse parce que c'était un ancien curé qui lui avait dit: quand tu parles, tu dois entendre même les vieilles de ton village. Alors si tu dis « j'ai de la honte », non, c'est mieux que tu dis « je deviens rouge comme un coq ». Ça choquera. Et c'est ce que lui fait dans ces 4 semaines. Luciani était le candidat de la vraie continuité, parce que dans le deuxième conclave, alors est resté Benelli en première ligne et il a été vaincu par Wojtyła. Lui aussi, si on veut dire, on peut dire dans la ligne de Montini, mais beaucoup plus conservateur. Alors justement, comment vous, en tant qu'historien italien, vous avez vécu l'élection du premier pape non italien venu d'Europe centrale? Est-ce que ça a été pour vous un choc ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez imaginé? Non, en réalité, choc non, mais on l'a vécu comme une grande opportunité. Et en plus, c'était un pape magnifique, très jeune, et il s'est mis dans la poche, comme on dit en italien, la foule dans son célèbre discours, parce qu'à différence de Luciani, qui avait été empêché de parler, il avait une personnalité tellement forte qu'il a parlé. Et ces discours, si on les regarde en synopse, en parallèle avec les discours du pape François, c'est le même schéma. On a fait beaucoup de la rhétorique sur l'évêque de Rome, mais l'avait déjà dit Jean-Paul II. I signori cardinali hanno scelto un vescovo di Roma ed è venuto da un paese lontano, ma così vicino. Un délire, surtout quand il a dit se mi sbaglio mi corrigerete. Alors là, c'était le pape des Romains, le pape des Italiens. Et ce pape qui a parlé d'une voix très forte. Début novembre, Assise, arrive Assise en hélicoptère. Il est en train de repartir pour Rome et quelqu'un de la foule lui dit « Ricordati della Chiesa del Silenzio, souviens-toi de l'église du silence ». Le pape est comme si on lui donnait une gifle. Il se tourne et dit « La Chiesa del Silenzio adesso parla ». C'est moi qui parle. L'église du silence, c'est moi. Et c'est vrai, c'est ça. Alors Benoît XVI, c'est une autre histoire puisque vous avez été appelé par Benoît XVI à la direction de l'Osservatore Romano. Comment s'est déroulée cette relation avec le pape allemand qui lui aussi était un intellectuel fin? Le rapport a été très facile, même si les rencontres ont été assez rares. Il est venu à l'occasion du 150e anniversaire du journal. Et c'était un jour extraordinaire. Le pape était très, très curieux comme un vrai intellectuel.
demandait tout, des souvenirs. Je l'accompagnais. En plus, il y avait une rencontre avec tous les journalistes, les typographes, etc. Et je pensais que c'était ridicule de lire un discours. Alors j'avais pensé quelques idées et j'ai improvisé. Le pape avait un discours préparé. Il a lu les premiers mots et après, il a voulu répondre lui-même en improvisant. Et il a démontré une attention au journal et comme il voyait le journal qui m'a beaucoup frappé. En privé, il m'a dit è quasi una rivista, presque une revue, c'était pour lui. Pour lui, c'était le maximum de félicitations. Il m'a demandé seulement une chose au début, parce que j'avais presque enlevé toutes les photos. Il dit, quelle photo en plus il serait pas mal. Je pense qu'il pensait à la Frankfurter Allgemeine Zeitung qui avant était seulement texte et qui avait été réformée justement il y a quelques années en plaçant une énorme photo dans la première page. Et, évidemment, on a fait comme ça aussi. Alors, comment avez-vous vécu cette phase de transition très particulière de 2013 avec la renonciation du pape Benoît et l'arrivée de ce nouveau pape argentin? Comment avez-vous vécu cette période de bouleversement pour le Vatican? J'étais pas surpris. Ni surpris, ni choqué par l'annonce. J'étais prévenu quelque peu avant, mais le pape lui-même avait annoncé la renonciation dans son livre interview Lumière du monde. On a vécu une étrange siège vacant parce que la siège vacant s'est ouverte seulement 17 jours après, parce que l'annoncement c'était le 11 février, et le pape avait dit « Je vais renoncer à 20h du 28 février ». Et on a continué à faire les journaux tous les jours. On a vécu cette période avec une très grande sérénité. Et évidemment, François a tout changé. Tout changé, un style complètement nouveau. Mais si avec Benoît XVI, j'avais l'avantage de connaître sa pensée, avec François, j'étais facilité par la langue, parce que je parle heureusement mieux que français, l'espagnol. Et alors, j'ai toujours parlé avec lui en espagnol, tant que une fois, il a dit à un élève, un élève à lui, qui est devenu collaborateur de l'Osservatore, Jorge Milia, un écrivain, un journaliste, il m'a raconté ça. Il parlait de moi, il a dit, il a un bon espagnol, non, il travaille. Il a un bon espagnol et il ne dérange pas. Et j'ai trouvé ça une définition parfaite de la part du pape de mon travail. L'interview romaine, présentée par Cyprien Viette.